l'année 1914. Maurice et moi, nous sommes chez la comtesse de Hollande pour jouer un programme Schubert, Beethoven. C'est très agréable. J'ai toujours aimé les endroits chics. Les oreilles de princesse, Mozart, son velours rouge, Vivaldi et son printemps. Lorsque la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne, nous devons rejoindre notre contingent. Je n'ai pas un mot à dire. Je ne suis qu'un violoncelle au service de la nation. On m'a toujours traité comme un prince. Surtout Maurice. Là, je ne comprends pas son attitude. On ne charrie pas un violoncelle de la sorte. Avec cette déclaration de guerre, il est devenu fou. Je pendouille dans son dos, semblable à une besace, secouée par les chaos des chemins. 1, 2, 1, 2. Le paysage n'a plus rien de semblable avec les canaux romantiques d'Amsterdam. Dans la campagne plate, écrasée par le ciel, les hommes avancent au rythme d'un chant glorieux. Les cordes frémissent. Nous allons dormir dehors. Et je prie Saint Mozart qu'il ne pleuve pas. Car s'il y a bien une chose que je déteste par-dessus tout, c'est bien l'eau. Les soldats s'époumonnent pour marcher droit. On leur dit il faut sauver la France. C'est de vous seuls que dépend l'avenir. De Waterloo, gardez la souvenance, ainsi qu'alors, il faut vaincre ou mourir. Leur voix contraste avec la douceur des symphonies classiques. Les oreilles en sont glacées d'effroi. Mais où vont-ils, deux par deux, avec un casque sur la tête? À l'opéra? Maurice a été affecté à la musique. Cela signifie qu'au lieu de combattre, il pourra continuer d'exercer son art. Moi, je me dis qu'il aurait pu rester à Paris à l'orchestre Lamoureux. Ici, les musiciens ne portent ni costume, ni que des plis, comme à la salle Pleyel, mais des uniformes. Et, en guise de souliers vernis, de gros godillots. Personne ne pourrait deviner qu'ils sont musiciens depuis que nous sommes arrivés dans la Somme.
déchiré par des sentiments contradictoires. Il hait cette guerre. Il ne comprend pas qu'on puisse envoyer tant d'hommes à la mort et, en même temps, il souffre de ne pas se battre comme les autres sur les champs de bataille. Moi, j'ai peur chaque fois que je le vois partir avec son brancard, allant au-devant des obus qui tombent. Je l'attends dans l'obscurité de la grotte où il m'a remisé à l'abri des bombes. Le noir attire l'humidité et les bestioles. Je les entends grouiller dans le ventre. J'ai vraiment l'impression d'être tombé dans un caniveau. À l'extérieur, la grêle des projectiles continue. L'insupportable canonnade qui joue sur les nerfs empêche les soldats de dormir. Les musiciens brancardiers reviennent le soir, exténués, en état de choc, remerciant le ciel d'être encore vivants.
quotidien, du mauvais ravitaillement, des rations qui n'arrivent pas, de la nourriture avariée. Ma chère maman, le haut commandement considère les soldats du front comme de la chair à canon. Je ne pensais pas qu'une telle horreur fût possible, qu'une telle absurdité puisse éliminer tant d'hommes chez nous comme chez les ennemis. Mais, ma chère mère, le pire pour moi, je dois l'avouer, c'est de ne pas avoir le courage de faire de la musique le soir pour panser les blessures de nos hommes. Je n'ose pas toucher mon violoncelle de peur de verser trop de larmes. À force de secourir les blessés, je ne crois plus en rien. Ma caisse de résonance émet un écho lointain. J'ai dû attraper la grippe dans cette grotte humide. Mes cordes sont fausses, mon timbre enrhumé. Une lueur, cependant, traverse le visage de mon violoncelliste. Sans un mot, il me plaque contre lui et se met à jouer une phrase de Beethoven. C'est comme si nous avions repris une conversation interrompue, réveillée d'un amour. Beethoven n'a peut-être jamais aussi bien chanté qu'à cet instant, dans cette odeur de poudre et de lime. Tu pleures, tu joues de plus en plus fort pour couvrir le chant de tes sanglots, et ton rythme, lui, n'a pas changé. Malgré tes larmes, tu joues joyeusement. À la fin, la lumière disparaît avec l'écho. L'illumination se lit encore sur le visage des soldats. Pas un ne parle, pas un ne bouge.
Il guette le soleil il guette le retour d'un soleil intérieur. Et toi, tu rejoues encore, oubliant l'ombre des morts qui nous entourent. Ça a été une nuit où la guerre est passée au second plan. La musique a réussi sa percée dans les rangs. Les officiers ont réclamé un concert privé et en contrepartie, les musiciens ont eu droit à un somptueux dîner de poissons. Ma chère maman, rien ne va plus ici. Les Boches nous ont bombardés avec des obus à explosion retardée. L'obus pénètre dans le sol, s'y implante et n'éclate qu'au bout d'1 minute ou 2. On dirait alors que la terre se soulève, s'entrouvre et que l'on tombe dans le vide. 5 officiers, 2 adjudants et une dizaine de soldats ont été littéralement réduits en bouillie. Un blessé a demandé à Maurice de jouer pour lui. Il est resté des heures dans la boue, mais trouve l'énergie d'exiger de la musique. Sa dernière volonté. Maurice vient me chercher au pas de course. Devant ce visage qui n'a plus rien d'humain, nous interprétons la première suite de Bach.
violoncelle. Des obus sifflent au-dessus de nos têtes et percutent le sol avec la violence d'un volcan en éruption. Le soldat est mort avant la fin du prélude, mais Maurice continue jusqu'à la dernière note. Des larmes me coulent sur ses joues grises, des bourrasques de terre nous cinglent. Nous sommes trop près du front. Les soldats tombent comme des mouches et des cris de douleur se perdent dans le ciel enfumé. Au moment où nous rebroussons chemin, de nouvelles déflagrations s'abattent sur nous. Nous demeurons plaqués à même le sol, sans bouger. Oh la vache, fait Maurice, on a bien failli y passer ce coup-ci. Une sensation de froid se propage dans ma caisse. Depuis la pique jusqu'au sillet, je suis en miettes, j'ai explosé en 1000 morceaux. Mes corps m'endouent dans le vide, mon souffle s'amenuise. Je ne souffre pas, non, j'ai seulement l'impression d'être entrée dans le néant. Je perçois confusément le visage de Maurice au-dessus de moi. Il me transporte sur un brancard. Une voix se glisse entre nous, celle d'un sergent. Oula, ton violoncelle, qu'est-ce qu'il a pris? Maurice répète en boucle. Je n'ai plus de violoncelle, je n'ai plus de violoncelle. Ma chère maman, je viens d'être amputée de mon 3e bras. J'ai du mal à réaliser encore que je ne jouerai jamais plus sur mon beau violoncelle. Si tu le voyais, il n'en reste plus rien. Tu te souviens, vous me l'aviez offert pour mes 12 ans, lorsque j'avais réussi mon entrée au conservatoire. Pourquoi es-tu venu te perdre dans la boue des tranchées, alors que tu aurais pu, comme tant d'autres musiciens, rester à Paris? L'ennemi nous guette, nous guettons l'ennemi. Peut-être les Allemands prononcent-ils exactement les mêmes mots que nous? J'ai peut-être moi-même un collègue violoncelle allemand qui a eu le ventre ouvert à cause de vos tirs. Il y a quelque part, derrière cette ligne de barbelés, un violoncelliste comme toi, Maurice, qui pleure son passé et son avenir.
Paris chercher un nouvel instrument, j'ai décidé d'en fabriquer un. Les plans sont à présent terminés et il ne me reste plus qu'à tester l'animal. Véritable défi, construire un violoncelle résistant avec les moyens du bord et surtout sans colle. Un instrument indestructible qui résiste à tout, au chaud, au froid, à l'eau, à la poussière et même aux obus. De ma vie, je n'ai ressenti pareille humiliation. Moi, qui suis issue d'une grande et vénérable famille, moi, qui ai presque l'âge d'avoir connu Vivaldi, tu veux me reconstruire avec du matériel de fortune. La facture instrumentale est une science noble, Maurice. Nelson mélange savoir et intuition. Elle utilise des bois rares qui ont séché durant des décennies. Qu'espères-tu obtenir avec 3 clous et un coup de canif dans une simple caisse de bois? Je le répète, je suis profondément humiliée. Maurice, arrête de jouer à l'apprenti sorcier. Tu es en train de te mentir. Fabriquer un violoncelle, là, dans la peau des tranchées. Quelle blague! Dans ton délire, tu n'hésites pas à m'imposer le pire des affronts. Oui, tu te sers de moi pour offrir à cet ersatz de violoncelle la chose essentielle à son épanouissement, c'est-à-dire une âme. Évidemment, c'est moi que tu choisis, moi qui végète dans ta poche depuis des semaines. Et tu n'hésites pas à pousser le sacrilège en m'introduisant à l'intérieur de ce corps étranger. J'ai l'habitude de côtoyer les bois précieux, et cette caisse qui pue les médicaments me donne la nausée. Cela ne fonctionnera pas. Jamais un violoncelle n'a été élaboré de cette façon, ciselé avec un vulgaire canif grossièrement raboté. Même un débutant n'en voudrait pas.
caisse de résonance par le manche rappelle étrangement les origines des premiers instruments à cordes. Quelle régression! Je suis sur le point d'accepter l'inacceptable, de devenir quelqu'un d'autre, une sorte de monde qui n'existe nulle part ailleurs. C'est la guerre. Ma gorge se noue, je suis redevenu un violoncelle. Mais est-ce un rêve ou un cauchemar? Un miracle? Oui, c'est un miracle, car désormais on m'appelle le poilu. Je suis de toutes les fêtes chez le général. C'est chaque fois un vrai concert, comme du temps de la salle Pleyel, ou des soirées chez la comtesse de Hollande. Mon allure d'épouvantail ne me dérange plus. Les gens ont fini par s'habituer, et moi aussi. L'important, c'est que je puisse faire office de vrai violoncelle. Peu importe ma gueule cassée. Et dès que j'ai un solo, Maurice me murmure « Allez, vas-y, mon poilu, chante !» Début décembre, Maurice déjeune avec le lieutenant, grand amateur de musique, puis s'entend avec l'archiprêtre au sujet de la séance de musique religieuse fixée au 23 du mois à la cathédrale. Maurice envisage de faire venir les plus grands violoncellistes de Paris. La détermination de tous les musiciens est sans faille. Il faut donner à la soirée des dimensions sans précédent dans une situation de guerre, en faire un événement exceptionnel.
l'état-major des armées, on affiche la plus grande satisfaction. Une fois que les violoncellistes ont donné leur accord, Maurice, qui me garde toujours à ses côtés, copie les partitions dans une chambre chauffée. Avant, jamais je n'aurais pu supporter de telles variations de température, mais depuis que je suis devenu le poilu, je suis d'une résistance à toute épreuve. Maurice n'abandonne pas pour autant sa fonction de brancardier, même si le lieutenant lui a permis de se consacrer uniquement à la musique. Le jour du grand concert, il tient encore à secourir ses frères, blessés morts sur le front. Il a besoin de se sentir utile. Lorsqu'il me prend sur son épaule, il me dit « Tu ne crains plus rien, poilu. Tu es indestructible maintenant. Plus rien ne nous sépare, plus rien ne nous arrête. Ni le froid, ni la pluie, ni les secousses. Il y a une vingtaine de mètres à parcourir dans une zone désertique jonchée de cadavres. 20 mètres durant lesquels nous sommes du gibier facile pour les tirs ennemis. Et les mitraillettes se déchaînent aussitôt sur nous. Maurice se jette à terre et nous laissons passer l'averse. D'habitude, quand il se couche seul sur le tamponnier, oh la vache, on a failli passer ce coup-ci. Et cette fois, mon musicien ne dit rien. Malgré le calme, il ne bouge pas. Il me tient serré contre lui. Mais je n'entends plus battre son cœur. Tu es un blagueur, Maurice. Allez, allez, toi. N'oublie pas le concert de ce soir. Mais Maurice a décidé de ne pas se relever. Les